avec un S à sport. Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission d'Avec un S à Sport, la meilleure émission 100% sport de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On reste humble quand même, mais c'est bien de le dire, hein. C'est important. Ce soir, on a l'honneur de recevoir Charles Fella, moniteur parapente et spécialiste sport outdoor. Spécialiste. Ouais. Amateur. Amateur, d'accord. Ouais, c'est pareil, hein, t'inquiète, hein, c'est la même chose. Comment vas-tu, Charles ? Très bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation, en tout cas. Avec grand plaisir, c'est un plaisir d'être ici. Et écoute, une fois n'est pas coutume, aussi je vais présenter mes deux chroniqueurs en même temps. Louis Genillet sur ta gauche et Maxime Secalo sur ta droite, parce qu'ils ont un point commun aujourd'hui, c'est qu'ils sont fans du nom d'Hidalgo. Et alors, rien à voir avec Michel Hidalgo, l'ancien sélectionneur d'équipe de France. Ni la mairesse de Paris. Ni la mairesse de Paris, parce qu'on ne fait pas de politique dans cette émission. Mais par contre, ils sont contents de connaître Santiago Hidalgo, l'attaquant du TFC. Salut Louis, tu vas bien ? Salut Fabrice, salut tout le monde. Je te remercie pour l'introduction. C'est vrai que ça fait plaisir de se rappeler. Mais Marseille, ils veulent pas être champions de France ? C'est pas possible, parce qu'ils ont fait le coup contre Angers et ils refont la même chose contre Toulouse. Moi, j'ai envie de te dire, j'aime bien comparer l'OM à une vieille mamie. C'est que elle tombe dans les escaliers quand tu lui portes pas d'attention. Alors quand tu les vois en Ligue des Champions, qu'il y a la pression, tu te régales. Et quand ils sont en championnat contre Toulouse, alors que le match il est gagné, tu te vautres, voilà, pour attirer l'attention, garder la pression qu'aime ce club. On embrasse toutes les vieilles mamies de l'agglomération de Clermont-Ferrand. J'embrasse la mienne, Fabrice. La mienne aussi. Ok. Bon. Écoute, salut à tous, salut Fabrice. Oui, c'est sûr que comparé à l'illustre ASSE, on fait pas le poids. On n'a pas fait le poids. Non, on n'a rien à voir. Ouais. 11 buts ont marqué la SSE. Bon, on y reviendra plus tard. Hein. Alors, donc, je voulais aussi féliciter le tennis club éloisien, le tennis de Saint-Éloy-les-Mines. J'ai une petite partie de mon cœur quand même à Saint-Éloy-les-Mines. Donc voilà. L'histoire s'en rappelle, Fabrice. C'est ça, exactement. Je voulais féliciter donc l'équipe des plus de 45 ans qui monte en Ligue 1. Ils ont battu l'équipe 2 tiers, c'est une belle performance. Donc félicitations à Jérôme Bidet, à Lionel Valla et aux indétrônables Franck Rogala et Bruno Bressac. Donc ils sont en demi-finale pour la phase Puy de Dôme le week-end prochain contre Saint-Germain-Lambron, c'est-à-dire le 7 décembre, à Saint-Éloy-les-Mines. Je voulais aussi féliciter Kevin Pradier, l'ancien coach de Chamanières qu'on a reçu ici, qui est coach maintenant à Blois, et le Blois Foot 41 s'est qualifié pour les 32e de finale en battant Romorantin au tir au but, et le Puy-en-Velay aussi sera en 32e parce qu'ils ont gagné 1-0 contre Chalon-sur-Saône. Voilà, et puis juste une dernière chose, le football a mauvaise réputation, mais il y avait vraiment un esprit de forte amitié à Geoffroy Guichard ce week-end, parce qu'il y avait beaucoup de supporters des Verts qui jouaient côté moins, et les Green Angels et les supporters stéphanois ont applaudi le superbe coup franc de Vial. C'était des mecs qui étaient dans le COP, enfin qui sont des fois dans le COP quand la SSE joue, donc c'est sûr que ça doit être bizarre, un sentiment particulier pour eux. Ouais, c'est ça, et puis c'est beau parce qu'ils étaient en D1, ils sont montés en Régional 3, là, et côté moins, et ils pensaient jamais jouer à Geoffroy Guichard. Pour eux, c'était vraiment un truc extraordinaire. Et le coup franc est sublime, hein, franchement. Super coup franc. À la Juninho. C'est vrai. Ouais. Magnifique. À Geoffroy Guichard, c'est le comble. Mais bon. Ouais, Juninho, Geoffroy Guichard, c'est un peu le comble. Mais non, mais plus sérieusement, ce que je veux dire par là, c'est que les amateurs, en fait, moi je dis tout le temps, s'il n'y a pas de sport amateur, il n'y a pas de sport professionnel. Au moins, c'est clair. Voilà. La parenthèse étant refermée, maintenant, place à Charles Fella, qui, lui, est moniteur en parapente. Alors, explique-nous en quoi consiste le monitorat de parapente. Alors, le monitorat de parapente, il y a un petit peu deux axes, deux volets de travail. En fait, la plus connue, c'est le biplace, donc au sommet du Puy de Dôme. L'activité professionnelle, pour le biplace, elle est uniquement au Puy de Dôme. Donc, les gens, voilà, simplement faire découvrir l'activité. Il y a plusieurs formules pour pouvoir parler un petit peu à tous les publics, du vol découverte juste pour découvrir ce qu'est l'activité, ce qu'est le parapente. Et puis, ceux qui ont envie d'un peu plus de sensations ou un peu plus de longue durée, voilà, il y en a pour tout le monde. Il y en a même pour les personnes à mobilité réduite. On a la possibilité là-haut de pouvoir faire voler avec l'accès au train et les différents décollages, voilà, pour vraiment faire voler un public très large
que ce soit au niveau des âges ou voilà, des capacités motrices. Et il y a le deuxième volet où là c'est de l'enseignement. Donc le parapente aujourd'hui il n'est pas forcément encadré par une législation de formation. C'est la seule activité aérienne d'ailleurs qu'on peut pratiquer comme ça. Pour l'avion on doit passer des heures de vol. Pour l'ULM c'est la même chose. Le parapente on n'a pas ces obligations légales, si ce n'est que d'être assuré en responsabilité civile aérienne. Mais du coup, ça paraît sûrement logique, mais pour se lancer dans cette activité-là, y a énormément de choses à savoir, que ce soit sur le plan technique, sur le plan théorique, sur sa capacité à analyser les conditions. Et donc là, on va se former en école. Donc moi, j'ai la chance de travailler à l'école Freedom Parapente, qui est basée à Lachamps. Et donc voilà, pour des personnes qui veulent simplement découvrir l'activité, sur le temps d'une semaine, voir ce qu'est l'activité, ou alors progresser, ou performer. Enfin voilà, l'apprentissage du parapente est très long, et puis il y en a aussi encore une fois pour tout le monde. Oui. Ouais, et du coup, alors moi j'y connais rien du tout en parapente, et j'aurais voulu savoir un peu à quoi ça correspondait, parce que on parle. C'est quoi les tailles de voile, parce qu'un homme c'est quand même hyper lourd. On a la chance d'en voir quand on va au Puy-de-Dôme. Il m'a pas regardé quand il a dit un homme, c'est hyper lourd. Vas-y, continue. J'aurais pu effectivement, Fabrice. Oui, ouais. Mais ouais, du coup, si tu peux nous parler un peu de ce qu'est une voile de parapente, est-ce qu'il existe des voiles plus grandes pour le biplace, enfin comment ça fonctionne en fait? Ouais, c'est vrai que le parapente, donc c'est une activité, ça ressemble un petit peu visuellement peut-être au parachute. En fait, on a une voile qui correspond à notre aéronef. En fait, à la base, c'est un bout de chiffon avec des ficelles qu'on appelle des suspentes. Et l'idée, c'est qu'en mettant un mouvement vers l'avant, ou alors quand il y a du vent, on va créer un flux d'air qui va venir pressuriser l'ensemble, donc ce gros morceau de tissu, et on va créer cet aéronef qui va être en capacité après de nous porter, voilà, sans rentrer dans la complexité de la mécavol, mais un parapente, il y a un écoulement d'air qui se fait sur le dessus et le dessous de l'aile, exactement comme une aile d'avion, et voilà, ce phénomène fait que on crée la fameuse portance, et on peut voler. Donc pour répondre à ta question, en biplace, on va avoir forcément des tailles d'ailes plus grandes pour pouvoir porter un équipage. Ça fait combien une taille de voile? Je m'en rends pas compte. Ça va dépendre du poids de l'ensemble. En moyenne. C'est vraiment adapté au poids. Un biplace, on est autour des 40 mètres carrés. Ça fait un petit appartement quand même. Bah oui, 40 mètres carrés. Et une voile standard solo, on est autour entre 20 et 25 mètres carrés. Ah ouais, les Parisiens seraient jaloux. Hein. Max? Moi, écoute, j'avais une question qui était plus sur le côté perso, au-delà de ton côté de moniteur. Est-ce que sur des disciplines comme ça, tu t'es déjà fait peur en vol? Et du coup, où est-ce que tu places le curseur entre avoir de l'adrénaline et le côté un peu mise en danger, où tu pourrais aller un peu, à la limite, un peu trop loin, quoi? Et pour compléter sa question, qu'est-ce que tu peux dire pour rassurer les gens qui voudraient faire du parapente mais qui n'osent pas trop parce que il y a eu quelques accidents ces dernières années. Ouais, en fait, le parapente, médiatiquement, quand il y a un accident en parapente, on en parle. Oui, c'est vrai. Là, il y a des choses peut-être beaucoup plus graves et des accidents un peu tous les jours, on n'en parle pas forcément. Ouais. D'un point de vue médiatique, le parapente, ça fait parler. On est sur une activité que certains vont considérer comme activité extrême. Et ce que j'expliquais tout à l'heure en coulisses, on va dire, c'est que le côté extrême de la discipline, elle vient de la façon dont tu pratiques. Si tu as une pratique, on va dire, moi je connais des gens qui volent depuis des années et qui vont vraiment faire des vols dans des conditions aérologiques très calmes. Pour moi, ces gens, il leur arrivera rien. Donc le curseur et cette recherche d'adrénaline, en fait, c'est vraiment propre à chacun. La plupart de l'accidentologie, ça a un lien avec du facteur humain. Donc est-ce qu'il y a des gens qui sont indisciplinés, par exemple, qui vont pas t'écouter? Ils sont là pour faire des marioles un peu, tu vois ce que je veux dire? Il y a tout dans les activités, il y a tout, et après il y a aussi la façon dont tu vas évoluer dans cette pratique. Moi je pense, ça fait plus de 10 ans que je fais du parapente, et je pense que j'ai pas toujours eu le même état d'esprit. Avant j'avais peut-être quelque chose où j'ai commencé plutôt assez jeune, dans les études supérieures, où je voulais prouver, j'étais un peu l'ovni à faire ce sport ici, et du coup, je voulais prouver, faire des vidéos. Maintenant, je suis vraiment plus dans une recherche de plaisir. Donc là, mon curseur, je l'ai peut-être balancé un peu différemment, mais voilà. Moi, je pense pas que c'est une activité à risque, c'est sûr. Hein, c'est un sport aérien, donc quand on se fait mal, on se fait très mal. Mais si c'est pratiqué de façon raisonnée, avec du matériel adapté, dans des conditions adaptées à son niveau, franchement,
on prend quand même très peu de risques. On pourrait le comparer au surf, par exemple. Quelqu'un qui a jamais fait de surf, qui a jamais touché une planche de sa vie, il va pas aller surfer à Nazaré dans des vagues de 25 mètres. Là, c'est pareil, le parapente. La seule complexité qu'on a en parapente, c'est qu'on évolue dans un environnement qui est l'air, et l'air, en fait, c'est pas visible. Donc voilà, ça, c'est le petit... De retour sur le Gosse FM, en compagnie toujours de Charles Fella, moniteur en parapente, de Louis Genillet et de Maxime Secalo. Et puis, je voudrais aussi présenter, j'ai oublié, carton rouge à moi, Fabrice, notre cher responsable technique, Laurent Courtaliac, qui est sur ma gauche. Sans lui, cette émission ne serait pas possible. Ah, je reçois un petit texto de Santiago Hidalgo qui vous fait la bise, Louis et Maxime. Allez, Louis, tu voulais partir sur une question. Ouais, du coup, en fait, justement, par rapport à ce que nous disait Charles, avant la pause musicale, c'était on comprenait en fait qu'il y avait une vraie émulsion autour du parapente de plus en plus. Il suffit d'aller au Puy-de-Dôme pour s'en rendre compte. Et moi, du coup, je voulais savoir un peu par rapport à cette émulsion. Est-ce que il y a quelque chose qui s'est créé au niveau des compétitions? Est-ce que il y a quelque chose qui s'est mis en place au niveau de la fédération? Voilà, comment est perçu le parapente aujourd'hui sur un aspect peut-être un peu plus professionnel? Alors le parapente, c'est une activité qui est encadrée par la FFVL, la Fédération Française de Vol Libre. C'est une activité qui est plutôt récente, mais il y a une vraie compétition qui existe en fait depuis des années. Aujourd'hui, ça prend un petit peu plus d'ampleur médiatiquement, et puis parce qu'il y a des acteurs comme Red Bull qui sont placés là-dedans aussi. La compétition en parapente, il y a plusieurs disciplines. Il y a la discipline de distance. Donc là, la distance, c'est une compétition qui court sur toute l'année au niveau fédéral, au niveau France, pardon. Donc là, c'est simplement, tu voles de ton côté, tu enregistres ton vol via un ordinateur de bord, et après tu fais une déclaration de ton vol, et ton vol, s'il a été fait dans le respect de la réglementation aérienne, et du coup il est validé, le nombre de kilomètres, un nombre de points, et à la fin de l'année il y a un classement avec tes 3 meilleurs vols. C'est combien le record là par rapport à ça? Distance? Je suis mauvais en chiffres, mais il y a 400 et quelques kilomètres qui ont été faits en France. Ah ouais. Et après, donc ça c'est la distance. Après il y a la vitesse, donc là ça ressemble un peu à des régates en bateau. On a des balises fictives dans le ciel qu'on peut retrouver sur notre ordinateur de bord, 1 heure de start, et puis là... Des balises fictives dans le ciel. Ouais. Faut m'expliquer, là, je comprends pas. Alors, le parapente... C'est des mouettes, Fabrice. Le parapente, on n'a pas de moteur, mais par contre, on peut quand même monter dans le ciel et se déplacer grâce aux ascendances. Pour vulgariser, c'est un peu comme de l'air chaud, enfin de l'air plus chaud que l'air environnant, donc moins dense, comme une montgolfière, donc ça monte. Ouais. Donc en fait, on exploite ces ascendances-là pour prendre de la hauteur, et après s'avancer, et ainsi de suite, retrouver une ascendance. Et du coup, on peut voler sur des kilomètres, voler pendant plusieurs heures. Et je savais pas ça. Mais ça, tu le ressens. Tu le ressens. Comment tu sais qu'à cet endroit-là précis, tu vas avoir une zone d'air chaud qui va te faire remonter? Alors, tu le sais pas vu qu'on évolue dans un fluide qui est invisible. Après, il y a des petits signes, des choses que tu peux détecter dans le ciel. Quand tu manies ta voile. Tu as ton ressenti, oui, effectivement, dans ton poste de pilotage, tu vas sentir qu'il y a des choses qui se passent au niveau de l'aile, etc. Après, tu peux supposer que certaines zones vont être propices au déclenchement de ces thermiques-là parce que mieux exposées au soleil, parce que de textures différentes. Enfin, voilà, t'imagines forcément qu'un parking en été, ça chauffe plus qu'une forêt, qu'un sous-bois. Donc voilà, c'est vraiment ces zones de contraste. Il y a les nuages aussi. Les oiseaux les oiseaux, très bien. Ouais, ça c'est... Ah ouais? Les oiseaux, on s'en aide énormément. C'est vraiment... c'est leur parce terrain qu'en de jeu. fait, tu vois c'est leur territoire de vie. où est-ce que potentiellement les oiseaux peuvent, eux, reprendre aussi de l'altitude. Quand tu vois des oiseaux qui tournent dans le ciel, là, comme ça, souvent, elles exploitent ces ascendances-là. Et nous, en parapente, pareil, on tourne dans ces ascendances-là. Okay. Et bon, bref, donc ça nous permet de monter dans le ciel, ça nous permet d'avancer et du coup de pouvoir réaliser des parcours de plusieurs kilomètres. Et ces compétitions, est-ce qu'il y a des points? Est-ce qu'il y a des championnats d'Europe, du monde? Championnat du monde, championnat de France, championnat... Toi, tu connais... c'est quoi les stars du parapente? Ça dépend dans quelle discipline, justement. Donc, c'est les États-Unis, le Brésil, je ne sais pas. La France, on est plutôt bien représenté sur la compétition, que ce soit en vitesse. Il y a aussi l'acrobatie, donc là, ça ressemble plus comme quand on fait une compétition de gymnastique. On est noté sur l'exécution, la fluidité entre les... Ça doit pas être facile, ça, je pense.
Ouais. Ça demande des heures et des heures d'entraînement. Là, c'est vraiment deux mondes différents, quoi. Là, c'est vraiment du technicien qui répète des manœuvres, etc. Et la vitesse, c'est complètement autre chose. Et après, là, il y a une nouvelle discipline, enfin nouvelle, je dis nouvelle, mais qui existe quand même depuis plusieurs années, mais c'est le marché-vol. Donc là, on associe la performance sportive d'un athlète de trail à un stratège du parapente qui fait de la distance et de la vitesse, quoi. Donc là, c'est vraiment la discipline la plus complète, où on a des pilotes hyper complets, et c'est là que Red Bull a mis son nez avec la Red Bull X-Alp, qui est une bonne info, ça. Qui est une compétition mondialement connue. Ils sont partout maintenant. Ouais. Presque. Maxime, tu voulais poser une question? Ouais, moi, j'avais une question. C'est vrai que tu fais quand même un métier qui peut s'apparenter à être un métier quand même à risque. Est-ce que tu fais les jours où t'as pas l'énergie, t'as pas envie, peut-être la météo est pas faux folle, parce que tu aussi, t'as ta vie entre tes mains, bien sûr, mais tu peux avoir aussi celle de quelqu'un de lambda, parce que, entre guillemets, quelqu'un qui a peut-être passé une mauvaise nuit, qui fait un job de bureau, bah écoute, s'il a un petit coup de moins bien à 11h, c'est pas grave, quoi, tu vois. Ouais, c'est pour ça que c'est très éprouvant. Il a le Teams qui va se verrouiller, et puis on va en rester là, quoi, tu vois. Ouais. Mais alors que toi, pour le coup, t'as pas le droit à l'erreur, entre guillemets, quoi, en fait. Bah, c'est un métier passion, c'est un métier qui est vraiment génial, de faire découvrir le ciel à des terriens, il n'y a rien de plus beau. Ouais. Mais par contre, c'est la contrepartie. Et effectivement, c'est la connaissance de soi dans cette activité, ça a la même place que tes compétences techniques à gonfler ton aile, tes compétences d'analyse. En fait, on essaye vraiment de travailler sur tous ces volets-là, quoi. Et ça, c'est hyper important de s'écouter, de savoir détecter et identifier un peu les biais cognitifs qui nous animent, et voilà, de faire en sorte que on n'est pas tout mou. Est-ce que les gens qui ont le vertige, et je suis très sérieux, peuvent faire du parapente? Ouais, cette notion de vertige, on l'a souvent, qui arrive sur le... Ouais, je peux pas faire de parapente, j'ai un escabeau. Voilà. Ouais, donc, mais en l'occurrence, en parapente, le vertige, alors après, la définition vraiment scientifique... Parce que si c'est pour fermer les yeux, c'est pas la peine d'y aller. Non, mais en fait, tu peux avoir un peu l'appréhension au décollage, mais le vertige, en général, de ce que j'ai compris du vertige, c'est quand t'as un lien avec le sol. C'est ça, ouais. En l'air, t'es assis comme dans ta chaise, là, t'as le panorama à 360 degrés, et t'as pas du tout ce problème du vertige. Tu peux avoir peut-être l'appréhension de la hauteur qui arrive sur les quelques minutes, les premières minutes du vol, et après, généralement, les gens, ils nous racontent leur vie, ils sont super bien, et voilà. Mais c'est l'appréhension au décollage qui est humaine et commune à peu près tous les passagers. Parce que mon ami Laurent Courtalia, qui est sur ma gauche, va certainement faire du parapente. Je pense que tu viens de lui donner le virus. Et tu viens de dire que du coup, après peut-être ces 2 premières minutes ou ces premiers instants de stress, des personnes peuvent te raconter leur vie. Est-ce que tu as un côté psychiatre, du coup? Est-ce que le fait d'être en vol au milieu de nulle part, est-ce que ça délie un peu les langues ou pas? En sport, on appelle ça préparateur mental. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es préparateur mental, Charles? Pas préparateur mental, mais peut-être psy des fois. Non, mais j'ai une anecdote, un vol qui m'a vraiment marqué, qui m'a touché émotionnellement, d'une femme qui a fait un vol avec moi qui n'était pas du tout prévu. Elle est montée au Puy-de-Dôme un jour d'été. Moi, j'étais disponible parce que j'avais pris de l'avance sur mon planning. Je l'ai emmené voler. On a fait un super vol. On est monté à 2500 mètres d'altitude. Enfin, voilà. Oh, la vache. Et cette dame elle venait de sortir de convalescence d'une maladie, pas rigolote. Et là, c'était le premier jour où elle se ressentait un peu vivre. Okay. Et bref, elle en a eu les larmes aux yeux. Voilà, elle est partie en sanglots, quoi, Et elle me dit, non, mais ça devrait être remboursé par la Sécu, ton truc. Voilà. Ça lui a fait du bien. Ouais, ça lui a vraiment fait du bien. Il y a vraiment des gens, alors autant on a des gens à la fin, tu leur dis au revoir, ouais, c'était sympa, et des gens qui, des gens qui ont des bonnes professions, etc., et qui te font un câlin à la fin, qui sont... on vit un truc un peu, pour certaines personnes, ça va les marquer à vie. Charles, tu viens de nous apprendre, et tu viens d'apprendre aux auditeurs de Logos FM que le parapente a des vertus thérapeutiques. Exactement. Non, mais je suis très sérieux, en fait. Avec la jambe féminine, surtout, j'ai l'impression. Non, mais le fait de toute façon, je pense, de sortir de sa routine, de faire des choses, mais que ce soit le parapente ou autre chose, mais je pense que c'est important on n'a qu'une vie, faut découvrir des choses, faut faire des choses, de vivre des expériences, et ça n'a pas de valeur, faut le faire. Et ça rend heureux. Ouais, et du coup, alors qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur du parapente? Initialement, moi, je voulais être pilote de ligne.
Et puis, D'accord. voilà, j'avais passé donc mon c'est BIA. C'est pas le hasard que tu sois dans l'air. Non, fait. le ciel, ça m'a toujours beaucoup attiré depuis tout petit. Eh ouais. Et j'ai passé mon BIA là, à Olna avec Christian, là, qui était mon formateur. Enfin, l'avion, j'aimais beaucoup. Mais il y a un petit fantasme qui s'est un peu amoindri au fur et à mesure que je me rentrais dans ce milieu-là, où en fait, le côté hyper normé, tour de contrôle, plan de vol, etc., en fait, je me dis, ouais, le vol, je l'associais vraiment à cet esprit de liberté, et que j'avais pas en aviation. Et j'ai découvert le parapente via Christian Lopez, un ami de mon père, qui m'a emmené en biplace quand j'étais jeune. Et voilà, le virus est arrivé. Et voilà, je me suis dit que je voudrais peut-être un jour en faire mon métier, on verra. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Charles Fella, de Louis Genillet et de Maxime Secalo. Donc tu nous disais avant la pause que le ciel en fait t'attirait, mais depuis quel âge? Depuis tout petit, ou c'est venu comme ça au fur et à mesure? Ou peut-être, je sais pas moi, tes parents, ou t'as un oncle, ou t'as des cousins qui sont... Parce que ça, c'est pas le hasard quand même, que tu sois moniteur de parapente. Je suis pas dans une famille qui côtoie le ciel, mais par contre, oui, depuis tout petit, je sais pas, les films d'avion, j'ai toujours aimé ce milieu-là, enfin vouloir voler, c'était quelque chose depuis l'âge exact, je saurais pas dire, mais enfin le BIA, je l'ai passé, donc c'est le brevet d'initiation à l'aéronautique, on découvre cet univers-là, donc j'étais peut-être en 3e, quelque chose comme ça. Ouais. Puis après, j'ai fait mon premier vol courant lycée en biplace. Et après, je me suis lancé dans l'activité autour de mes 17 ans, 16-17 ans. Ah, 16-17 ans quand même. Et aujourd'hui, t'as quel âge? Et là, j'ai 28. Ah d'accord, donc il y a quand même des années derrière d'expérience. Et en fait, oui, le parapente, c'était... je trouve que ce qui me connectait, en tout cas, beaucoup plus avec mon envie de liberté dans ce que je voyais du vol, plus que l'avion, finalement, où là, tu as un sac à dos. Là, j'ai reçu aujourd'hui une voile, j'ai un équipement, j'ai moins de 2 kilos de matos. Tu le mets dans un sac de trail de 10 litres, tu vas courir, tu descends de la montagne en volant. Enfin, voilà, pour moi, c'était comme ça que je voyais la liberté, quoi. On a des ailes dans un sac de trail. C'est très intéressant. Juste avant de laisser la parole à Louis, tu nous parlais de Red Bull aussi. Et alors, Red Bull, ils sont vraiment à la pointe de l'actualité sportive, parce qu'en fait, le parapente, il n'est pas assez médiatisé, j'imagine, à ton goût. C'est vrai qu'on en voit très peu à la télé. Et pourquoi une marque comme Red Bull sponsorise le parapente? C'est une question très sincère. Hein, donc, est-ce que eux, ils pensent que le parapente, justement, peut se développer dans l'avenir parce qu'ils ont vraiment des gens qui, au niveau de la com, là, qui réfléchissent beaucoup et qui sont visionnaires chez Red Bull? Est-ce que toi, tu penses que le parapente va pouvoir grossir médiatiquement, en fait? L'engouement pour le parapente, oui, il est croissant. Et après, est-ce que, oui, Red Bull, il voit une perspective... Mais est-ce qu'on pourrait faire mieux, Charles, à la télé, par exemple? Mais moi, je pense que c'est un très beau sport et qui, forcément, je suis là-dedans, je suis passionné, mais voilà, c'est un sport qui est très complet, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'activités, enfin, en tout cas, à ma connaissance, où je trouve qu'il y a un travail, que ce soit sur la préparation physique, sur préparation mentale, sur la connaissance d'un milieu qui est l'air, enfin, les capacités techniques, toute la stratégie qu'il y a derrière, enfin, en fait... quand je vois les copains qui suivent le Tour de France, qui suivent la Formule 1, alors j'adore, je peux regarder, mais j'ai l'impression que c'est pauvre à côté de tout ce qu'on a dans le parapente, tout ce qu'on met derrière une compétition comme la Red Bull X-Alpes. J'ai un copain là qui a fait l'assistance d'un des athlètes qui a participé, et enfin c'est lunaire, quoi, tout ce qu'il y a derrière, en fait, en termes de derrière l'athlète, il y a un... Mais c'est bon à savoir, ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Hein. Et je pense que ça peut être accessible pour même quelqu'un qui connaît rien au parapente, de regarder une compétition comme ça. La Red Bull, justement, via leurs moyens, ils ont mis des lives, des choses qui sont un peu interactives pour suivre la compétition, suivre l'événement. Max, 30 secondes après Louis, tu poseras ta question. Ouais, Tu parlais de Red Bull. Est-ce qu'il y a peut-être une passerelle, ou en tout cas des liens avec, on voit souvent les vidéos sur les réseaux avec les wingsuits? Et est-ce que c'est lié, est-ce que tu as une pratique qui peut se rapprocher du parapente pour avoir cette sensation de voler? On a vu, je crois. Celui avec le foil, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la première fois qu'il y a eu ça. Et avant, c'était juste la combi où tu vois les mecs qui sont à flanc de falaise, qui font comme un oiseau finalement. Est-ce que ça se rapproche du parapente, ou on est vraiment dans quelque chose de... Non, ils volent, c'est sûr qu'ils volent, mais ça pour l'instant, ça n'a rien à voir. Okay. Après, c'est une belle prouesse. Ce qu'ils ont fait là, c'est très beau, mais pour l'instant, la wingsuit, je l'associe pas du tout au parapente. C'est pas un truc que toi, tu pourrais
faire parce que comme tu dis, tu Non. cours, tu voles en C'est même temps. une autre activité. Ouais, c'est ça. Tu pourrais pas Non, le pratiquer en c'est même temps. plus vers le parachutisme. Les gens Ok. que tu vois sauter en wingsuit, c'est des gens qui ont des centaines, des milliers de sauts d'avion. Enfin non, c'est un autre sport. C'est Ok. autre chose. Oui. Ouais, moi j'avais une question qui était plutôt pour rebondir un peu sur la richesse du sport qui est le parapente. Le parapente, on n'en fait pas à Paris, quoi. On saute pas de la Tour Eiffel et on peut voler. Il faut aussi Bah, un environnement. On peut. Bah, le record de France, il est fait à 20-30 minutes de Paris. Mais comment c'est T'as du possible? parapente partout, d'une colline, on part d'une colline, en bord de mer, une petite dune de 10 mètres, il y en a qui même qui n'ont pas de montagne, qui se font treuiller. Enfin, en fait, le parapente, il y en a partout en France. Ah ouais, mais moi je pensais vraiment qu'il fallait Moi aussi. un environnement, Ouais. un Moi vrai aussi. environnement comme on peut avoir en Auvergne. Bah, on a des facilités en Auvergne, on a la chance d'avoir tout ce qu'on a ici, le Sancy, le Puy-de-Dôme, même plein de sites en plaine. Enfin, Mais toi, tu dois connaître le Sancy, le Puy-de-Dôme, tous ces l'Auvergne comme ta poche en fait. C'est hyper riche en fait cette région. ah bah oui, moi je trouve que même le Puy-de-Dôme, c'est un peu sous-coté. Il y a plein de disciplines outdoor qui arrivent et qui mettent du temps à arriver. Et en fait, on a un terrain de jeu qui est fabuleux. Je vais pas lister forcément toutes les activités que j'arrive à Vas-y, pratiquer ici. Donne-en 3-4. Mais donc le parapente, il y a Ouais. le snowkite, là où on a commencé, j'ai fait ma première session la semaine dernière. Donc snowkite, c'est comme le kitesurf, là, comme un gros cerf-volant, et on est avec les skis, et là, pareil, c'est la liberté, on est sur des plaines vierges de toute trace de ski, on est loin des Ouais. stations, des pylônes électriques et compagnie, et voilà. Loin de la foule. Et on profite du... Voilà. Et puis là, récemment, on s'est mis au foil, donc vu qu'on a beaucoup de lacs, eh ben, le foil, le pump foil, là, c'est une planche qui vole au-dessus de l'eau, là, c'est un sport plutôt très cardio. Et t'as une voile en même temps, du Non, coup. t'as rien du tout. Ok. Ah, c'est juste avec la synergie de l'eau quoi. Ouais, une planche, un mât qui fait Ouais, non, mais 70 je connais le foil, cm. mais je sais pas si t'avais essayé le foil avec une aile. Ben non, là Non. c'est autre chose. Ok. Ouais. Vas-y, Ok. explique pour nos auditeurs, s'il te plaît. Donc c'est une planche qui fait une planche de 80 cm à peu Ouais. près de longueur, un mât de 70 et comme une aile d'avion en dessous qui nous permet en fait quand on génère de la vitesse avec nos jambes là, on fait comme plein de petits squats et en fait ben, ça crée une petite portance transitoire là ce que j'expliquais qui nous permet de voler. Sauf que là le fluide c'est pas l'air, c'est de l'eau et du coup on vole en fait. Ah ouais, en fait tu t'appuies elle, avec elle les vole courants. dans quoi. l'eau et nous on... Tu t'appuies sur l'eau, tu crées un courant. Ça y est, je Ouais, me c'est sens ça. libre, je me sens plus libre. Non, mais c'est vrai. On se laisse transporter. C'est vrai, hein. Mais voilà, tout ça pour Moi, dire j'aime beaucoup. il y a plein de belles choses en fait à faire dans le Ouais. Puy-de-Dôme et dans l'Auvergne plus largement et justement ben, on essaye avec mon frère Edgar là via Fait l'Aventure là une boîte qu'il est en train de monter où l'idée c'est de rassembler un réseau de prestataires dans l'outdoor, donc ça peut être du canyoning, du parapente, du VTT, de la spéléo, du ski, du snowkite, enfin voilà. Ça Ah peut- ouais, et voilà, on en est proposer au quelque tout début, chose. donc pour l'instant il y a peu d'activités, mais voilà, essayer de faire découvrir ce territoire d'une autre façon. Ah ouais, proposer aux gens quelque Mm. chose d'assez global, un peu 360 sur ces sports-là. C'est ça, Ah, découvrir génial. d'autres activités outdoor avec des prestataires de confiance, des gens qu'on veut connaître, qui Ouais, très font bien. bien leur métier. Il y a des réseaux, on peut suivre. Ouais, Fait l'Aventure, fait FE2L, Aventure. Ok. Eh ben super, merci beaucoup pour tout ça, parce que moi je suis en train de voler là, mais sérieux, c'est tellement intéressant et je m'imagine un peu le. On va revenir sur terre, on va parler de Ligue 1 rapidement parce que là je peux pas passer à côté quoi. Lens est premier de Ligue 1 les gars, les amis. Paris est fatigué complètement. Bah, ouais, J'ai vraiment. regardé un petit bout de Monaco PSG, Paris est fatigué, mais Marseille. C'est le retour de Pogba, ça. Mais Marseille, ouais ça c'est vrai. Non, C'est mais conjugué vraiment, je avec- pense que dans le groupe. Marseille ils veulent pas être premiers, ils veulent pas, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais comme il a dit Louis tout à l'heure, je pense qu'en fait on aime Pas trop- d'excuses hein, par contre, Non. je veux vraiment que ce soit factuel. Aucune hein. excuse parce que là t'en as pas, t'as le score, tu prends un but franchement sur une touche longue, enfin voilà, dans les arrêts de jeu il marque à la 92e je crois. Ouais c'est ça, 92 ouais. Enfin franchement t'as pas le droit, alors on sait très bien que le foot ça peut aller très vite etc, mais là tu mets le bus devant le but, t'es dans le temps additionnel, il reste peut-être 15 secondes à jouer. Franchement, tu peux pas prendre. un Après, but comme ça. Maxime, il y a quand même un truc, et on va encore dire, ouais, les Marseillais, ils râlent tout le temps, mais je suis désolé, tu regardes la touche, le mec, t'as l'impression il fait un jump pour marquer un panier de basket, et derrière, t'as une poussette sur Pachao, le mec, il a les bras tendus, il y va pas à l'épaule, il y met les bras. Donc il y a un moment, je veux bien, mais Les Marseillais sont toujours en train de râler. ouais, après, quand même. Il y a Ouais, un mais moment, après, faut si regarder. tu veux, moi je sais que malheureusement l'arbitrage est contre et anti-OM, hein, je pense. Faut qu'on le dise. Je suis pas d'accord avec toi.
Quand tu vois la faute qu'il y a sur Chevalier contre Monaco, je suis désolé. C'est juste une qualité d'arbitrage qui est je suis d'accord, catastrophique mais en je pense France. que pour nous, là, on parlait de l'Olympique de Marseille, on le sait. Bah écoute, faut composer avec. Faut juste pour Monaco PSG, c'était, excuse-moi, je te coupe, c'était l'arbitre, là, comment il s'appelle, là, qui accorde un penalty à Lyon tout le temps, là, le célèbre arbitre, là. Monsieur Turpin. Voilà. Il est pas Je voulais bon, pas le citer, mais. Non, mais il est pas bon, Monsieur Turpin. Mais moi, je suis désolé. Moi, je le dis haut et fort sur mais le il a un Boss niveau FM. international, ce mec. Monsieur Turpin n'est pas bon. Moi, je suis d'accord. Point Il d'exclamation. est pas au niveau. Voilà. Non, mais c'est vrai. On s'arrête là. Monsieur Turpin, il est pas bon. Bref, voilà, c'est comme ça. Et pour en revenir à Lens, honnêtement, ils font une très belle saison. Je suis très content personnellement pour Florian Thauvin qui a Ouais, tu l'aimes bien, Florian Thauvin. qui a retrouvé l'équipe de France, qui fait une très belle saison, qui marque un doublé et qui, je pense, peut amener Lens très haut dans le classement sur Au cette nord, fin de c'était saison. les Corons. Au Je nord. pense que Gervais Bon, Martel doit bien être content. De retour sur le Goss FM pour cette dernière partie en compagnie de l'excellent Charles Fella qui nous a fait rêver. Je me voyais libre dans les airs. Je vais garder Un son oiseau, contact. Fabrice. Ouais. Tu es déjà libre dans ta tête, Fabrice. Donc Exactement. Je m'appelle pas Diego, mais je suis libre dans ma tête. Et puis Louis Genillet et Maxime Secalo qui sont toujours fans de Santiago Hidalgo, mais ça, je vais quand même les lâcher un peu je avec ça. préfère Diego que Santiago, perso. C'est vrai. Bon, il y a en avance sur cet essai là, sans déconner. Putain, Simon, s'il avance, comment on peut dire que c'est à plat là? Bah Fabrice, moi je reprends les mots de l'arbitre. L'arbitre, en plus, on peut... Le Stade français doit gagner. Alors, je fais un petit coucou à mon ami Romain Briat, qui était capitaine du Stade français, avec le numéro 7 dans le dos. J'étais un peu dégoûté pour lui, quoi, parce que ça se joue à peu. Non, mais ça joue un peu. C'est sûr qu'en soi, le ballon est touché de la main, et puis Simon, s'il avance. D'un millimètre en plus, tu Je perds... suis pas sûr que Tolofua fasse pas en avant par terre. Non, il la ramasse en cuillère et elle touche pas le sol. Non. Non, ce qui nous sauve, c'est le rebond. Ouais. Le rebond, il revient en arrière. Donc, En fait, du ce qu'il coup, a tout de expliqué, suite, l'arbitre, c'est que tu as un espèce de plan vertical. Et c'est une règle à la vidéo qui est peu exploitée. Et qu'en fait, le ballon en fait, ne dépasse pas le plan vertical. C'est-à-dire que oui, elle tombe parce qu'il donne un mouvement, sauf que Simon, si tu veux, il est en avant par rapport à sa main. Et donc, malgré qu'il donne un coup dans le ballon, en plus, quand tu le vois, il Et rebondit pourquoi Morgane Parra dans dit le que camp. l'arbitre s'est fait influencer par le public alors? Bah, parce qu'il connaît le Michelin et qu'il sait que peut-être il avait aussi besoin de points. Non, moi, pour moi. Non, c'est de la mauvaise foi. Enfin, mon perso. Moi, c'est ce que C'est j'apprécie. ce qu'a dit aussi, Urios. ouais. Urios, il a dit, c'est de la mauvaise foi. Oui. Ouais, c'est clairement de la mauvaise foi. Dans l'autre sens, pareil, il dit pas qu'il y en Mais a bien avant, je te sûr, rassure. mais bien sûr. Par contre, tu vas... Oui, vas-y, Louis. excuse. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est simplement qu'aujourd'hui, et c'est bien, il y a des micros sur les arbitres, et au moins, t'as les références, tu sais pourquoi il prend cette décision. Et là, on voit très bien, il dit, il n'y a pas un avant manifeste pour moi. Et ça, c'est intéressant, parce qu'au moins, tout le monde est au courant, tout le monde le sait, et derrière, t'entends des polémiques autour de Parra. Bon, bah, classique. Mais moi, Louis, je sais il pas avait ce que le c'est seum, un quoi. avant manifeste, moi. Bah, un honneur, Non, quand même. Moi, pour moi- c'est qu'il dit qu'il n'y a pas une image claire et nette qui lui fait Voilà. sans changer Voilà. sa décision terrain. Ouais, mais ça, c'est les... Je pense que... Merci, maître Maxime. Faut qu'il boive de la Contrex avant, lui, là. Je sais pas comment il s'appelle. Rousselet, je crois. Hein. Non, mais il y a un Benoît moment, Rousselet. Fabrice Pas de Safar est bière avant patriote d'arbitrer, aussi, quand hein, même. c'est interdit. Tant mieux pour nous. Oui. Tu rentres dedans. Non, et puis moi, je vais Heureusement, remettre... parce qu'on est 9ème, hein, les amis. Hein. Je vais Donc, remettre l'église si on au- gagnait pas Ouais, samedi, c'est vrai. 9e, c'est important. c'était encore autre C'est chose. important de gagner. Et puis, je vais remettre l'église au milieu du village. Parce qu'à 32-29, il y a beaucoup d'équipes qui auraient tenté la pénalité pour faire match nul. Bien sûr. Les joueurs ont pris leurs responsabilités. Bah, donc c'est il faut Harry le- Plummer, je sais pas si tu vois Borterin qui Il faut est leur intérieur- rendre, c'est Urios qui prend la décision parce que Plummer je pense est plus pour prendre les points pour se dire on sécurise quand même un nul Oui, mais et c'est ils Urios qui les pousse ils aussi à sont aller pas en obligés touche. de l'écouter. Tu Ouais, sais bien, c'est des vrai. fois, sur le terrain, Ouais, c'est ouais. les joueurs qui décident. Parce que s'ils sont trop fatigués, ils vont pas aller chercher cette Mais ça te montre un sacré caractère. Oui. Hein. Non, C'est c'est bien, là tu vas jouer le top 6. Hein. tu retrouves un Michelin aussi en fusion Ah ouais, ça fait ouais. plaisir. Hein. et ça a joué. Tozin a dit sur les 30 dernières secondes on n'entendait rien sur le terrain. Ouais, sauf Donc que ça, aussi, Max, c'est- ça a joué. Tu dois jamais te retrouver là avec la première mi-temps que tu fais, si tu veux. Ça a passe joué, parce qu'il a raison, Louis. Ça passera pas contre Bordeaux. c'est mais toujours comme jamais. ça. Mais ça Et passera c'est pas surtout, contre plein de c'est gens. surtout en mêlée, on a enclenché la marche arrière 5 ou 6 fois en mêlée. Ça, par Ah contre, non, c'est mais pas là- rassurant. Après, tu joues contre le plus gros pack de top 14 quand même. Hein. Et puis tu T'as Régis ouais. Montagne qui revient de la tournée avec les Bleus et je pense qu'il en avait un peu plein les chaussettes. Donc c'est une excuse. Ça. Bah non, mais c'est comme on l'a dit aussi ici avec Jean-Marc Non, mais Lermé, tu- le problème tu- c'est que les joueurs, on n'a pas aussi une profondeur d'effectif qui nous fait que Ouais, je suis on peut d'accord. être Bah, tu compétitif. peux faire jouer Jovan d'entrée, comme ça Montagne il fait que 30-35 minutes. Enfin, je vois pas pourquoi il le met titulaire. Quand Gros tu, joueur, Montagne. en quand même tu temps. regardes l'entrée de Loutrian qui est notre second, il a été vite sorti parce qu'il n'était pas au niveau, donc je pense que c'est aussi compliqué. Et je pense qu'Urios, malheureusement, lui, il est d'un côté où il veut aligner ses meilleurs joueurs en présence, quoi.
Donc le déplacement à Perpignan, ça sera juste à l'approche de Noël. Faudra pas le rater celui-là, mais Perpignan a vraiment un besoin urgent de victoire. Ça sera Aimé Giral. Attention à ce match. Arrête. Et puis Non. Tu verras. Et tu reçois l'UBB. Ils sont pas invités, Perpignan, cette année. Oui, mais là, ils ont besoin de points. Ils ont changé de discours dans le vestiaire. On en reparlera. Laurent Labitte est en train de vraiment d'appuyer sur la tête de comment Tolofua, là, son prénom, c'est... Christopher. Non, pas Tolofua. Le gros deuxième ligne. Enfin, Tulagi. Tulagi, merci. Parce qu'il a quelques kilos de trop, donc il était vraiment... Et en tout cas, pensez à Gorgui Beria, qui est un ami qui est à Perpignan, et ils sont dans le dur, et c'est important de ne pas baisser la tête, parce que... Ouais, mais bon. C'est sûr. À mon avis, c'est gagné cette année. Top 14, c'est important quand même. Wow. L'USAP et puis Montauban aujourd'hui. Alors Montauban, il joue bien à la maison, mais à l'extérieur, c'est un peu difficile. Donc voilà, on ne sait pas qui c'est qui va se maintenir, parce qu'il faut finir au moins 13e pour faire le barrage. Et la 14e place, t'es relégable. Donc, Fabrice, on finit vite fait la page rugby avec Allez, rugby à 7, ouais, vas-y. Avec, 30 secondes, tu m'as dit. Avec les Bleus qui ont fait une belle performance à Dubaï ce week-end pour le premier tournoi de l'année. Donc ils finissent 4e, ils perdent malheureusement contre les Fidji, donc c'est un peu compliqué, contre l'Australie aussi. Donc ils font 4e, belle performance quand même, ils mettent 59 points aux Argentins, qui ont un gros niveau. Et donc là, week-end prochain, donc à Cape Town en Afrique du Sud pour l'étape numéro 2. Donc je pense que c'est de bon augure pour la suite. Avec un Enaimo Arto qui était venu chez nous. On lui fait un gros bisou d'ailleurs, il est super sympa. Et qui a fait un très beau tournoi. Donc, quel joueur. Bravo à lui. 21 ans, je crois. Oui, c'est ça, rookie de l'année l'année précédente. J'ai vu à la télé qu'il courait plus vite que moi quand même. Je suis déçu, mais bon. En même temps, ça, c'est pas très grave. T'étais en vélo. Mais si tu te mets en vélo, pas sûr. Je suis pas sûr, parce qu'il est vachement rapide. Faudrait que je fasse un gros démarrage quand même. Allez, 1 minute de Formule 1, parce que je voudrais quand même finir avec Charles. J'étais reparti dans les airs et on est retombé très très bas. La Formule 1, donc scénario catastrophe dans les stands. Enfin, McLaren, je sais pas ce qu'ils foutent. Toutes les voitures sortent. Safety car, ça veut dire que c'est un ravitaillement, un changement de pneus gratuit. Et les deux seuls qui sortent pas, c'est Piastri et Norris. L'erreur de poire. Ça fait des semaines qu'on dit que potentiellement McLaren peut s'aborder. Ouais. Et de Grand Prix en Grand Prix, non, mais il y a encore un peu d'avance. Mais il va être champion du monde, le Max. Oh, là, c'est bien parti. Là, en plus, je t'avoue qu'à Abu Dhabi, ça va lui rappeler 2021. Ouais. Je ne veux pas rappeler de vieux démons à McLaren, mais à Mercedes. Et puis si Norris finit 4e, c'est cuit, parce qu'il aura une victoire de plus. Là, oui, justement, je regardais si Verstappen gagne, bien sûr. Canal Plus Sport, justement, expliquait ce qu'il fallait qu'ils mettent en place pour qu'il gagne ce titre. C'est finir devant Verstappen et finir à plus de 4 points de Piastri. Ouais. Il y a du boulot, et c'est là on va voir, parce qu'on parle de Norris, on va voir si maintenant il a du mental ou pas. Et je pense qu'il vaut mieux être dans la position du chasseur que du chassé, parce que pour le coup Norris maintenant il a les crapettes, alors qu'en fait Verstappen lui il a plus rien à perdre. Je pense que là à Abu Dhabi il va prendre tous les risques possibles inimaginables, parce qu'il va y avoir prendre des pénalités et tout, mais il va y aller plein gaz. Il va y avoir Russell et Antonelli, parce que ce qu'a dit Helmut, je sais plus Helmut Marko. Helmut Marko, il a dit qu'Antonelli avait laissé passer Lando Norris. C'est ça. Toto Wolff était très en colère. Donc il a failli casser un casque Bose encore, Fabrice. Ouais, je pense. Je pense que Mercedes va jouer un sale tour. Faut surtout pas rater le dernier Grand Prix là. Non. Wow, ça va être magique. Dimanche 14h les amis, on y sera. Ça va être magique. On y sera dans la télé. Mais Verstappen c'est dingue quand même. Hormis si le gosse FM nous a... Parce que Verstappen il était loin et il est presque champion du monde. On termine avec Charles. Donc Charles, vas-y, fais-nous rêver, parce que tu nous as fait rêver là pendant presque 40 minutes. Donc c'est quoi demain, après-demain, c'est quoi tes futures journées, et puis c'est quoi ton avenir immédiat et tes projets? Alors là, ça fait pas rêver avec la météo qui arrive. Si, peut-être jeudi. Jeudi, on va peut-être pouvoir aller voler. Ouais. Dans le Sancy, probablement, avec un peu de neige, mais... Qu'est-ce que tu fais pendant tes jours off? Eh ben, mes jours off, je fais du sport, je fais d'autres activités. En fait, quand ça vole pas, j'ai un petit panel d'activités qui me permettent de rester actif. Le mec est quand même a monté quand même 3 fois le Puy-de-Dôme aujourd'hui quand même. Voilà, par exemple. Ouais, il a la santé quand même. Non, et puis là, sinon aussi, je recherche une maison.
à acheter. Voilà. Donc ça m'occupe, je fais des Ah, visites. d'accord, Je sais pas, il y a écoute, quelques auditeurs, des agents IMO peut-être qui peuvent t'aider, Ouais. qui nous écoutent. Voilà. Ouais, mais S'ils ont une j'ai maison. le moniteur de parapente, donc ça va pas aller. C'est-à-dire supérieur à 700 000 euros. Non, mais voilà, donc ouais, l'hiver c'est une période qui est plutôt calme, mais néanmoins où il y a vraiment des super beaux vols à faire, donc je continue à faire un petit peu d'enseignement et de biplace, moins qu'en été, mais Tu disais que malgré les idées reçues, Oui. il y a de très belles choses à faire en hiver. c'est ça, les gens ils pensent parapente, chaleur, etc. En fait, le parapente, ce qui va nous contraindre, c'est le vent trop fort, la pluie et si on est dans le nuage, mais en fait, en hiver, on vole très bien, il suffit de bien s'habiller et on arrive à avoir des ambiances magiques, quoi, des couchers de soleil avec la chaîne des puits enneigés, la mer de nuages. Enfin, c'est des ambiances qu'on a qu'à cette période de l'année, quoi, et ça vaut vraiment le coup. Ok, bon, et ben c'est terminé. Merci beaucoup Charles, en tout cas, on a vraiment passé un très très bon moment en ta compagnie et tu m'as fait décoller du siège. Et je vais peut-être faire du parapente. Bah, faut Enfin, que tu viennes voler maintenant. Voilà, mais si mon fils écoute ça, il va dire non papa, toi tu restes tranquille chez toi, tu fais pas de parapente. Alors vous pouvez nous retrouver en replay et en podcast sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur notre page Facebook, LinkedIn et Spotify, parce que Maxime tient à Spotify aussi. Et LinkedIn aussi, hein, attention. Très important. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve mardi prochain sur le Goss FM. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Avec un S à sport. Le Goss FM.